Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 4 mars 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, environ 16 000 personnes bénéficient chaque jour de services de santé et de sensibilisation grâce à la caravane médicale Sarbini-Ek. Cette caravane médicale a été aujourd'hui dans le 3e arrondissement. La présence de services de santé gratuits et proches de la population comme celle-ci est une véritable opportunité pour les habitants selon les explications. Et la caravane médicale Sarbini-Ek s'inscrit toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée mondiale des droits de la femme, et elle est organisée par l'association FITI dirigée par l'épouse du président de la République, Mial Khadzouil, et le ministère de la Santé publique avec ses partenaires. Les détails avec Sylvain, c'est Janjianab, Enzar, Janjiansu. Cela fait un mois que cette mère de famille ne pouvait plus sortir du lit et aujourd'hui, ses enfants l'ont portée sur leur dos pour l'emmener se faire consulter auprès du caravane médical Sarbini-Ek, un Talmenabé dans le 3e arrondissement. Elle a été traitée par différentes sortes de massages durant ce temps, du fait que la famille ne possède pas assez d'argent pour consulter un médecin. Cet événement est donc une véritable opportunité pour eux, car en plus d'être gratuit, il se rapproche de la population, a déclaré la famille. Quant à cette mère, les médecins lui ont dit depuis des années qu'elle devrait effectuer un bilan de santé. Mais elle n'a pas pu le faire étant donné le coût élevé des analyses. Alors aujourd'hui, lors de la caravane médicale Sarbini-Ek, elle a pu être au fait de son état de santé. De nombreuses femmes ont également fait la queue pour se faire consulter par des médecins spécialisés dans la santé reproductrice de la femme. Elles ont bénéficié des médicaments, de conseils, de consultations et d'avis médicaux gratuits. La vie est précieuse pour les Malagasy et l'affluence auprès de cette caravane médicale-là, où elle est installée, le prouve. Selon les statistiques du 2e arrondissement d'hier, 3 887 personnes ont bénéficié de ce service gratuit et 11 664 ont été sensibilisées concernant la violence basée sur le genre. À noter que la caravane médicale Sarbini-Ek est organisée par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Mial Khadzouil, en collaboration avec les partenaires de l'association, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Population et le ministère de la Sécurité publique. Ensuite, de nombreux événements marqueront la célébration de la Journée mondiale de la femme le 8 mars cette année. Selon le ministère de la Population et l'association FITI, au programme diverses activités comme la caravane médicale Sarbini-Ek qui a déjà débuté le lundi 27 février, mais aussi différentes activités éducatives et de sensibilisation, d'information et un défilé pour montrer la solidarité. La célébration de la journée du 8 mars se déroulera dans la capitale au stade Barriama Massen. Les détails avec Ratraman Zatouf et Anzar Hazanarville. En plus des événements annuels tels que les expositions réalisées par différentes organisations et associations de femmes et le défilé lors de la journée du 8 mars, d'autres activités seront organisées lors de la célébration de cette année qui la différenciera des précédentes célébrations. Outre la caravane médicale qui est déjà passée dans de nombreux districts de la région d'Analamang depuis lundi, il y aura aussi des événements culturels et des animations dans les jardins publics d'Antananarivo à partir du lundi 6 mars, selon Irtin Radjianzak, responsable au sein de l'association FITI. Une grande marche afin de montrer la solidarité des femmes se déroulera le mardi 7 mars. Elles partiront du gymnase Gouverdin Korunjan et rejoindront le stade d'Alarbi où aura lieu une séance de Zumba. La célébration de la journée du 8 mars se déroulera au stade de Barriama Massen. Toujours selon les informations, différents ministères collaborent avec l'association FITI, dont le ministère de la Population, pour l'organisation de cette célébration. Dans un tout autre sujet, d'après le service de la météorologie, Freddy s'est intensifié et est devenu à nouveau une tempête tropicale modérée aujourd'hui. De ce fait, les districts de Murumbe, Tuliara 1 et 2 de Betiouk sont placés en alerte jaune. Météo Madagascar indique également que de fortes pluies sont à prévoir sur les parties ouest et sud de l'île jusqu'à lundi. Reportage. Freddy s'est intensifié dans la nuit du vendredi 3 mars et est devenu à nouveau une tempête tropicale modérée selon Météo Madagascar. Il redevient plus fort en s'approchant des côtes sud-ouest de l'île. Vers 10 h ce matin, son centre se trouvait à 507 km à l'ouest, un peu au nord-ouest de Tuliar, avec des vents moyens de 65 km/h et des rafales de 90 km/h.
Freddy continue son trajet vers l'est, sud-est à une vitesse de 9 km/h selon toujours le service météorologique. En raison de cette intensification, 4 districts sont placés en alerte jaune, notamment Murumbe, Toliara 1 et 2 et Betiuk. De fortes pluies sont à prévoir également sur les parties ouest et sud de Madagascar jusqu'à lundi. L'alerte pour les régions de Menabe, les districts de Beruru, d'Inkazouab, de Sakara, de Benench et d'Impani reste inchangée. Par ailleurs, les pêcheurs sont toujours conseillés de ne pas poursuivre leurs activités du fait que les conditions météorologiques en mer sont toujours dangereuses, notamment dans la zone entre le Pessalimp et Cap Sainte-Marie, puis de Cap Sainte-Marie à Vingainjan. Chacun est exhorté à toujours respecter les consignes données par les autorités locales. Hier, la grande famille du ministère de la Santé publique a effectué un reboisement dans le Foktan d'Ankitoun, un bâton Ravav dans la région d'Itas. 10 000 plantes ont été plantées à cette occasion. Ce reboisement entre dans le cadre de l'accomplissement du Vélran numéro 10 du président de la République. La restauration de la couverture forestière de Madagascar, a indiqué le ministre de la Santé publique, le professeur Hadjiamanatan Zel Harvel, qui a été à la tête des agents de santé qui ont procédé au reboisement. Le ministère de la Santé publique a toujours mis l'accent sur l'importance de la protection de l'environnement, a indiqué le ministre de tutelle. La preuve en est l'existence d'un département spécial chargé de l'environnement au sein du ministère dont il a la charge. Chaque année, le ministère de la Santé publique organise un reboisement. Et pour cette année, cela a eu lieu dans le Foktan d'Akidunan, un bâton Ravav dans la région d'Itas. 10 000 jeunes arbres ont été plantés à cette occasion. Le secteur de la santé et de l'environnement sont complètement dépendants l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle il existe un département qui s'occupe du secteur de l'environnement au sein du ministère de la Santé publique. Et c'est aussi la raison pour laquelle le ministère procède à un reboisement chaque année, selon les explications du professeur Zel Hadjiamanatan. Le ministère de la Santé publique travaillera avec la commune d'Ambatom Ravav dans le suivi de ces arbres plantés. Ensuite, l'eau, l'environnement et ses végétaux sont indissociables. Les bassins versants sont durables si leur environnement est couvert de forêts et la protection de ces bassins versants est nécessaire afin d'obtenir des résultats palpables pour protéger les ressources en eau. À cet effet, le reboisement est une garantie pour la protection de ces ressources en eau. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a ainsi effectué un reboisement hier à Paris-Main dans la commune de Fion. Le reboisement est un devoir national incontournable, car si l'on veut atteindre les objectifs du Vélran numéro 2 du président de la République, il faut une protection des bassins versants en amont et qui implique l'eau, le sol et les arbres, qui sont des éléments indissociables. La protection des bassins versants par le biais de reboisement fait partie des petits efforts qui donnent des résultats palpables pour protéger les ressources en eau et faire face au changement climatique. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a procédé hier à un reboisement dans la commune de Fionen, district d'Ankazbe, région Analamang. Un événement qui a été dirigé par le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène Fidnia Fravukach et qui a réuni les dignitaires locaux tels que les députés de Madagascar élus dans le district d'Ankazbe, le chef de district d'Ankazbe, le maire de la commune rurale de Fionen ainsi que des représentants des différents partenaires du ministère. Le site d'Ampari-Main a été choisi pour effectuer ce reboisement du fait que les sources qui alimentent jusqu'à 3000 habitants dans la commune de Fionen s'y trouvent. Toutefois, en raison de la destruction de l'environnement, ces sources ne permettent actuellement à la population de profiter de l'eau qu'une fois tous les 3 jours selon les explications. À noter que 2000 jeunes arbres ont été plantés sur une superficie de 2 hectares. Le ministère continue ainsi ses efforts car c'est un droit fondamental du peuple malagasy de jouir de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène, qui est l'objectif du deuxième Vélran du président de la République, eau et assainissement pour tous, selon toujours les explications. Continuons toujours dans ce même contexte. Sur une superficie de 3 hectares, 10 000 jeunes plantes ont été mises en terre hier par le personnel du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce reboisement collectif a eu lieu dans le Foktan d'Amouima-Veln, commune de Talatavulnunj. Il est du devoir de tout un chacun de planter des arbres pour que Madagascar retrouve son appellation d'autrefois, l'île verte, selon le ministre de l'Intérieur, Toukel Justin. Ainsi, un suivi régulier
et un entretien de ces plantes doivent être opérés afin d'atteindre cet objectif. Et pendant ce reboisement, les jeunes plantes n'ayant pas poussé lors de la précédente campagne de reboisement sur ce même site ont été remplacées. En tourisme, Madagascar, à travers le ministre du Tourisme, Joël Radjiamandjantou, prend la présidence tournante de l'association Ilvani, qui regroupe les 6 îles de l'océan Indien, une présidence qui dure 1 an. La passation s'est tenue ce jeudi durant une réunion par visioconférence et selon Joël Radjiamandjantou, la poursuite du projet de facilitation de la mobilité entre les îles membres, que ce soit en termes de transport aérien ou la question du visa est une des tâches prioritaires à part l'augmentation du nombre de bateaux de croisière qui viennent visiter les îles de l'océan Indien. Les détails avec Indiana Martina et Nza Hanjiansu. L'association Ilvani, qui regroupe les 6 îles de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et Mayotte, a pour but de développer la notoriété de ces îles membres pour y attirer plus de touristes. Cette année, ce sera au tour de Madagascar de prendre la présidence de l'association Ilvani pendant 1 an après la réunion. La grande île dispose de grands projets durant son mandat, tels que l'augmentation du nombre de bateaux de croisière qui viennent visiter les îles membres, déclare Joël Radjiamandjantou, ministre du Tourisme et aussi représentant de Madagascar auprès de l'association, durant la passation qui s'est tenue jeudi dernier. La poursuite du projet de facilitation de la mobilité entre les îles membres, que ce soit en termes de transport aérien ou en termes de visa, figure également parmi les tâches à réaliser. Par ailleurs, le renforcement de capacité des professionnels à travers des échanges d'expériences et de savoir est dans les priorités pour promouvoir ce secteur. Pour le ministre du Tourisme, Joël Radjiamandjantou, l'objectif est d'attirer 1 million de touristes dans le pays en 2028. Et selon toujours ses explications, l'idée est que les touristes qui passent dans l'une des îles membres viennent également visiter Madagascar. Passons à présent aux actualités internationales. Un vol pour le Mali et un autre pour la Côte d'Ivoire arrivent samedi de Tunisie. À leur bord, des ressortissants rapatriés qui craignent pour leur vie dans le pays de Kais Saied. Le président a déclaré la semaine dernière que les migrants subsahariens étaient source de violence et de crimes. Depuis, nombreux sont ceux qui cherchent à fuir. France 24. Nous avons dû changer son prénom pour préserver son anonymat. Jessica ne sort plus de chez elle depuis son agression lundi 24 février. Elle a été lacérée, poignardée à la poitrine et tabassée dans la rue par une bande de 6 jeunes Tunisiens. Oui, j'ai senti un coup violent au niveau de la nuque. Je suis tombée, mais j'entendais des voix qui disaient « On ne veut pas ici, rentrez chez vous, bande de singes, des noirs, les noirs ». Depuis son arrivée du Cameroun, elle avait déjà été victime de racisme dans la rue, mais jamais d'agression physique. Je suis traumatisée. Même quand mon téléphone sonne, je suis au chômage, je suis là actuellement, je suis à la maison. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures et je ne sais même pas si je dois rentrer dans mon pays ou pas. Laura, ivoirienne, a quant à elle décidé de partir. Elle doit quitter sa maison au plus vite à la demande de la propriétaire. Elle n'a ni bail ni de carte de résidence, des papiers très durs à obtenir pour les migrants. Elle attend la réponse de son ambassade pour faire partie des vols de rapatriement. C'est la honte. Lorsque je venais, j'ai tout vendu, j'ai tout libéré. Aujourd'hui, je dois repartir, reprendre ma vie à zéro, m'intégrer encore dans la société. C'est vraiment difficile. Ils sont nombreux à vivre désormais dans la rue. C'est le cas de ces migrants originaires de Guinée et du Sierra Leone, installés devant le siège d'une organisation d'aide internationale. La plupart sont venus y chercher un refuge après avoir subi des violences. Mais ici, leurs conditions de vie restent très précaires, comme Mohamed, 19 ans. Et je vous montre là où je dors. Vous voyez, c'est assis, je dors avec mes 3 frères. Ici. Originaire de Guinée, il est venu travailler et gagner de quoi partir en Europe. C'est quand je pense à toutes les dépenses que mes parents ont dépensées jusqu'à ce que je me retrouve en Tunisie. Pourtant, je ne veux pas rentrer comme ça, sans rien, ça me fait mal au cœur. Je dis quand même, il faut être sûrement courageux. Chaque jour, des associations et des citoyens tunisiens leur apportent nourriture et assistance médicale. Ils sont près d'une centaine à vivre ainsi dans l'attente d'une amélioration de la situation. En France, les débats sur la réforme des retraites se sont enlisés vendredi au Sénat, avant même d'atteindre l'article 1er sur l'extinction des régimes spéciaux. Le bras de fer social se tend déjà. Une grève reconductible a commencé dans la filière énergie. France 24.
C'est le premier secteur touché par la grève reconductible. Des agents d'EDF de plusieurs centrales nucléaires ont cessé le travail. Résultat, des baisses de charges à Flamanville, Palluel ou encore Saint-Alban. Au total, selon EDF, 1000 MW en moins, l'équivalent de la puissance d'un réacteur nucléaire. Des baisses de production très encadrées qui ne devraient pas entraîner de coupures chez les clients. Pour la CGT, la France à l'arrêt commence. Nous, on a considéré qu'il fallait monter d'un cran, élever le rapport de force, partir en grève reconductible, mener des actions pour gagner le retrait de la réforme. On est dans le dur, on a la conscience. Entrer dans le dur au moment où le Sénat commence à débattre de la fin des régimes spéciaux, dont celui des électriciens et gaziers. Les sénateurs ont jusqu'au 12 mars minuit pour achever la première lecture des 20 articles du texte et les près de 4000 amendements. Mais avant cela, il y aura la grande journée de mobilisation le 7 mars. Grève reconductible à la SNCF tout d'abord. Les prévisions seront connues ce dimanche. L'aviation civile prévoit entre 20 et 30% de vols supprimés dans la plupart des aéroports les 7 et 8 mars. Journée de mobilisation aussi chez les enseignants. Dans les raffineries, la grève pourrait durer, de quoi entraîner des risques de pénurie de carburant. Les éboueurs, livreurs et dockers sont aussi appelés à cesser le travail. Les leaders syndicaux ont une nouvelle fois affiché leur unité. Un mot d'ordre, mettre la France à l'arrêt. Je compte sur vous pour casser la baraque et faire en sorte que ça soit inoubliable. Plus de 250 manifestations sont prévues dans le pays le 7 mars prochain. Et pour clôturer cette édition, l'Allemagne et les États-Unis ont souhaité afficher leur unité sur la livraison d'armes à l'Ukraine vendredi lors d'une rencontre entre leurs dirigeants à Washington. Olaf Scholz et Joe Biden ont promis de continuer à apporter leur soutien au Kiev dans la durée. Toujours avec France 24. Une démonstration d'unité transatlantique. Le président américain Joe Biden s'est entretenu ce vendredi avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington. Objectif principal, fournir davantage d'armes à Kiev et afficher un front uni face à la Russie. Nous travaillons en étroite collaboration pour fournir une assistance de sécurité essentielle à l'Ukraine. Et tout ce que nous avons fait en parallèle, munitions, artillerie, chars blindés, systèmes de défense aérienne, nous avons été ensemble tout au long de cela. Je pense qu'il est très important que nous donnions le message et que nous continuerons à le faire aussi longtemps qu'il le faudra et que nous sommes également prêts à soutenir les Ukrainiens longtemps encore. Lors de leur dernière rencontre, les forces russes n'avaient pas encore franchi la frontière avec l'Ukraine, mais la Maison-Blanche avait évoqué une invasion russe imminente. Aujourd'hui, la pression monte. Le groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé avoir encerclé Bakhmout, ville symbole de l'Est. Pour regagner du terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande la livraison d'armes plus puissantes. Ce vendredi, les États-Unis ont donc annoncé un 33e programme d'aide à la sécurité pour l'Ukraine. Cette nouvelle aide comprend plus de munitions pour les HIMARS et les obusiers fournis par les États-Unis que l'Ukraine utilise efficacement pour se défendre, ainsi que des munitions pour les véhicules de combat d'infanterie Bradley, des ponts de lancement de véhicules blindés et des équipements de démolition. L'aide américaine s'élève à environ 400 millions de dollars. Ces derniers mois, la fourniture de chars à l'Ukraine a été au cœur des relations américano-allemandes. En janvier, l'Allemagne a accepté de fournir à l'Ukraine des chars Léopard 2, des chars livrés après des négociations controversées avec les États-Unis, qui eux se sont engagés à envoyer leurs propres chars, Abrams. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.